Merci Clément. Oui, c'est un plaisir, d'autant que j'habite à 3 minutes. Donc, c'est particulièrement simple pour moi et je suis très heureux donc de participer à cette entreprise d'éducation populaire hein, que mène avec brio Clément depuis quelques années. Alors, je vais procéder en deux temps. Je vais parler dans un second temps du grand débat, essayer de vous dire de quoi est-il le nom, de quoi est-il significatif et qu'est-ce qu'on peut lui faire dire alors même qu'il vient juste de se terminer avec beaucoup de précautions, hein, parce qu'il nous faudra des années, nous chercheurs, pour analyser ce qui s'est produit au moment de ce grand débat. Mais dans un premier temps, je vais essayer de définir le contexte actuel et évoquer ce que sont aujourd'hui les pathologies de la démocratie, en mettant de gros guillemets à cette notion de pathologie qu'il est difficile finalement d'utiliser lorsque on pratique les sciences sociales, mais je vais essayer de préciser ma pensée. Alors, dire qu'on est dans un moment tout à fait important, dans un moment charnière, dans un moment décisif, dont on ne sait pas sur quoi finalement il va déboucher. Est-ce qu'il va déboucher sur ce qui est le plus probable, beaucoup plus d'autoritarisme, sur une transformation de nos démocraties dans le sens d'une régression assez générale des libertés et d'épuisement des institutions démocratiques, ou est-ce qu'il va déboucher sur plus de démocratie? Est-ce qu'il va amener à une réflexion collective, à un sursaut collectif qui va nous permettre d'inventer de nouvelles institutions qui permettent notamment aux citoyens de participer au processus de décision? Ce qui est clair, c'est que depuis quelques années, et avec un processus accéléré au cours de ces derniers mois, on a vraiment le sentiment d'un épuisement, voire même d'un effondrement, à la fois des institutions, de ce que l'on appelait la démocratie représentative, et surtout des croyances que suscitaient ces institutions et qui les faisaient tenir très largement. Et c'est autour de cette situation que j'aimerais évoquer les différentes pathologies de la démocratie représentative. Alors, il y a un risque évidemment à parler de pathologie. Lorsque on évoque ce terme, finalement, ça en dit beaucoup plus sur celui qui fait le diagnostic que ce sur l'objet qui est ausculté ou qui est analysé. En fait, on prend le risque d'un discours complètement normatif. Parce que pour définir ce qu'est le normal et le pathologique, on le sait depuis très longtemps, il faut avoir une idée préconçue de ce que doit être la normalité. En démocratie, l'objet en débat est susceptible de définitions très différentes. Hein, la démocratie représentative a toujours été accusée soit d'être trop démocratique pour ceux qui ont une vision élitiste du pouvoir, soit de ne l'être pas assez. Et aujourd'hui encore, on est dans un moment où ceux qui disent la démocratie, ça suffit, ceux qui ont une vision technocratique, moi j'utilise le terme épistocratique de la légitimité et de la décision, nous disent bon, à quoi ça sert d'écouter les citoyens puisque nous détenons la vérité. Nous connaissons finalement ce que sont les lois du monde. Et il n'y a pas de dialogue puisqu'il n'y a qu'une seule politique possible. C'est ça le projet épistocratique et c'est un projet qui est au pouvoir aujourd'hui dans notre société, dans une certaine mesure, la concertation, mais aussi les corps intermédiaires n'ont aucun rôle à jouer dans un système politique où ceux qui sont investis du pouvoir ont le sentiment de détenir la vérité. Et puis, il y a ceux qui considèrent que nous ne sommes pas en démocratie, qu'il n'y a pas assez de démocratie dans notre système qui se prétend démocratique. Et le mouvement des Gilets jaunes a fait surgir de manière très spectaculaire cette question démocratique, cette critique de la démocratie. Il me semble que c'est, et j'y reviendrai, c'est la grande spécificité de la période actuelle. Jusqu'à présent, finalement, la question des institutions, la question de la démocratie n'était pas véritablement un enjeu. On considérait que ça n'intéressait pas les citoyens. Il y a encore une quinzaine d'années, on pensait que la démocratie représentative était la fin de l'histoire.
que l'enjeu c'était de l'exporter et que l'univers tout entier soit gouverné par les institutions qui sont les nôtres. Souvenez-vous, après la chute du mur de Berlin, il y a un penseur, Francis Fukuyama, qui nous a dit que c'était la fin de l'histoire, que le système capitaliste et la démocratie représentative, sur laquelle je reviendrai, n'avaient plus d'adversaires. Et qu'il ne s'agissait plus de chercher une forme d'au-delà ou d'alternative. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation absolument inverse. Aujourd'hui, c'est la disparition, l'effondrement, la mort des démocraties représentatives qui est envisagée. Il y a un livre qui vient d'être traduit, qui est paru l'année dernière aux États-Unis, qui vient d'être traduit en France, qui s'appelle La mort des démocraties. En anglais, How Democracies Die, Levitsky et Ziblatt. Et c'est un livre qui réfléchit finalement à ce que pourrait être une forme de collapsologie politique. On parle beaucoup de collapsologie environnementale, mais il est peut-être temps aujourd'hui d'analyser l'après-effondrement ou de réfléchir à ce que pourrait être une transition démocratique à l'envers. Et comment finalement soit l'éviter, soit revenir. Et je cite très souvent le politiste italien Noberto Bobbio qui nous dit il est très facile de perdre la démocratie, de sortir d'un État démocratique, il est beaucoup plus difficile d'y revenir. Et l'expérience aujourd'hui que nous avons sous les yeux, l'expérience du Brésil, l'expérience de la Hongrie, de la Pologne, peut-être de l'Italie, nous montre qu'aujourd'hui, c'est cette question-là que peut-être il faut poser. Et puis la question des pathologies de la démocratie, elle pose celle de l'état normal de la démocratie. Quel est l'état normal de la démocratie? La démocratie étant justement le régime qui met la vérité en discussion, qui met la légitimité en débat permanent. Nul ne peut dans ce régime revendiquer le monopole de la légitimité et il y a toujours une indétermination autour de cette question, un débat autour de cette question. Mais néanmoins, je vais essayer de les recenser, 7 ou 8 pathologies aujourd'hui, qui me paraissent affecter dans leur cœur même les institutions de la démocratie représentative. Alors, un simple rappel absolument nécessaire, rappel indispensable. La démocratie représentative, c'est un système politique, c'est une forme de régime politique qui a été inventée à la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, par des gens qui détestaient la démocratie. C'est-à-dire qu'ils voulaient lui trouver une alternative. Alors ça, évidemment, ça surprend dans un premier temps, mais quand on va relire très précisément leurs discours, comme l'ont fait un certain nombre d'historiens, on s'aperçoit qu'en fait, la démocratie était l'absolu repoussoir de ceux des pères fondateurs de la Constitution américaine et des constituants français de la Révolution française. La démocratie, c'était un régime archaïque et absolument dangereux. Et ils ont voulu inventer un régime paradoxal dans lequel on reconnaît la souveraineté du peuple. Alors, c'est un élément qui nous rapproche peut-être de la démocratie, mais dans lequel on empêche le peuple de se gouverner lui-même, comme en démocratie, et dans lequel on désigne une aristocratie élective, c'est-à-dire un groupe de représentants qui vont gouverner au nom et à la place du peuple. Ça a été complètement théorisé. Et donc, du coup, ça n'est que progressivement, que peu à peu, l'image même de la démocratie, l'idée même de la démocratie va être réhabilitée au long du XIXe siècle, et qu'on va finir avec le suffrage universel masculin par appeler démocratie représentative un régime qui, au départ, n'avait strictement rien de démocratique. Alors, c'est ce régime-là qui, aujourd'hui, est remis en cause, est affecté. Alors, première pathologie de ce régime, c'est ce que j'appellerais la pathologie ou les pathologies de la souveraineté. C'est un régime qui repose sur un principe absolu, qui est celui selon lequel le peuple est le détenteur ultime, le lieu ultime de la légitimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement le court-circuiter dans ce régime. Toutes les décisions doivent être fondées
directement ou indirectement sur la souveraineté du peuple. Or, ce mythe, qui est un mythe régulateur, qui est un horizon régulateur, qui fait fonctionner nos démocraties, il est mort, en particulier en France, en 2005, lorsque le peuple s'est prononcé sur le traité constitutionnel européen, et finalement, on n'a pas tenu compte de cette volonté majoritaire. On a imposé finalement, et en fait, cette révélation qui joue comme un révélateur, qui a joué comme un révélateur pour beaucoup de citoyens en France, cette révélation, elle témoigne de ce qu'aujourd'hui, la plupart des décisions qui gouvernent nos vies sont prises par des acteurs qui ne sont en aucun cas sous le contrôle du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir politique est très largement déterminé, influencé par des pouvoirs qui ne tirent pas leur légitimité du peuple. Les marchés, les banques, les grandes entreprises, finalement, sont aujourd'hui, et c'est une évidence à la fois pour les citoyens de plus en plus, mais aussi pour les chercheurs, sont les principaux protagonistes du processus de décision, alors même qu'ils n'ont pas de légitimité populaire. Cette pathologie de la souveraineté, je pense qu'elle est vraiment profonde et majeure. Deuxième pathologie, et en France nous y sommes très sensibles, pathologie de la volonté. Nous vivons aussi sur un autre mythe, qui est un mythe rousseauiste, c'est le mythe de la volonté générale. C'est l'idée selon laquelle, finalement, il ne saurait y avoir qu'un seul intérêt général et qu'une seule, finalement, instance pour révéler cet intérêt général. Et nous avons tendance à l'assimiler à l'État, cette instance de la volonté générale. Et il est très frappant de voir que le mouvement des Gilets jaunes est complètement influencé, qu'il le veuille ou non, par cette vision-là, cette vision rousseauiste. Le peuple est bon, cette souveraineté générale, cette volonté générale, elle est indivisible. Ils ont introduit un clivage avec les élites qui, elles, seraient forcément corrompues, mais il n'y a pas de pensée véritable des conflits qui traversent ce peuple, des différences qu'il contient. Il y a une sorte de spontanéisme, de vision d'une volonté pure et forcément bonne, qui, à mon avis, est très problématique. C'est-à-dire qui remet en cause la pensée même du conflit. Et face à eux, en haut, il y a aussi cette volonté qui s'impose comme la seule volonté possible, cette volonté épistocratique. Chacune de ces pathologies, finalement, nous amène à regarder le bas du système politique et le haut du système politique. Il y a des phénomènes qui nous amènent à réfléchir à finalement l'épuisement ou les dérives de ces idéaux. Il y a une hypertrophie de la volonté au sommet de notre État. On a un président de la République, mais ça c'est une pathologie propre à la Ve République, qui revendique le fait d'être le seul à décider, le seul à imposer son point de vue, alors même qu'il est clair que d'un certain point de vue, il est partial, qu'il n'est en aucun cas là pour rechercher l'intérêt général. Troisième pathologie, les pathologies de l'élection. L'élection est la formule magique en démocratie représentative, celle qui révèle, qui applique le principe de la souveraineté du peuple et qui, en même temps, permet de désigner cette fameuse aristocratie de représentants. Donc on a les deux choses en une. On arrive à les faire tenir, ces deux idées. Bon. Or, aujourd'hui, il y a un vrai souci avec l'élection. Et ce souci, l'élection ne produit plus véritablement de légitimité forte à ceux qui ont été élus pour la durée d'un mandat. On remet en cause leur légitimité très rapidement. Il y a des pouvoirs non élus qui surpassent les pouvoirs élus, et l'élection joue un rôle assez faible dans le processus de décision. Et puis surtout, l'élection traduit très mal l'opinion publique. Avec le mode de scrutin qui est le nôtre, on se retrouve avec un président de la République qui est censé parler au nom de l'intérêt général, qui a été élu au premier tour par 18% des électeurs inscrits
dans son pays, sur les listes électorales, et qui se retrouve élu au second tour par la magie de notre mode de scrutin, auquel nous sommes tant attachés, sans que l'on sache en aucun cas si la majorité qui a voté pour lui a vraiment voulu voter pour lui ou l'a fait par défaut pour ne pas élire son adversaire. Donc le scrutin majoritaire est un incroyable mécanisme qui ne permet en aucun cas de révéler ce que veut véritablement le peuple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à réfléchir à des alternatives à ce mode de scrutin, et il me semble qu'il y a tout intérêt, on pourra en reparler si vous voulez, à réfléchir à un mode de scrutin du type du vote par jugement majoritaire, dont je suis un ardent défenseur, qui permet bien plus précisément de savoir ce qu'ont voulu les citoyens. Et puis les élections aujourd'hui, elles sont parasitées dans le mécanisme des campagnes électorales par des acteurs, par des mécanismes, par des dispositifs qui viennent interférer avec le processus de formation du jugement citoyen qui sont absolument problématiques. Cambridge Analytica, la manière dont l'élection de Donald Trump a été biaisée par des mécanismes qui permettent à certains intérêts de diffuser leur point de vue sur les réseaux sociaux, est un véritable souci. Donc nous avons un double problème. Décentrement de l'élection, comme dit Pierre Rosanvallon, c'est-à-dire que l'élection n'est plus au centre du système politique, et l'élection même est affectée par des vices fondamentaux, mode de scrutin, campagne électorale, rôle de l'argent, rôle des puissances étrangères, qui finissent par poser problème dans la mesure où l'élection est le seul lieu véritablement de la participation citoyenne dans la démocratie représentative. Troisième problème, les pathologies de la représentation. Ce système de démocratie représentative repose fondamentalement sur la représentation des intérêts sociaux. Et exige la mise en place de multiples dispositifs et mécanismes qui assurent cette représentation des intérêts en conflit dans la société. Il y a les assemblées. Aujourd'hui, qui peut dire que les assemblées, et en particulier l'Assemblée nationale française, représentent correctement la société française dans sa diversité ? Représente correctement la société française dans sa diversité aussi d'intérêts. Elle est sous l'emprise du pouvoir exécutif, elle joue un rôle très faible de représentation au fond, et la meilleure preuve, c'est que lorsque vous faites une enquête auprès des citoyens, l'idée selon laquelle on pourrait se débarrasser des assemblées, elle est largement évoquée. À quoi ça sert ? Puisque c'est le président qui décide de tout, puisque une majorité qui ne représente qu'une fraction relativement faible de la population a toujours le dernier mot. À quoi servent les assemblées ? Dans la mesure aussi où n'y siègent que des gens qui ne nous ressemblent pas, en tout cas qui ne sont pas le reflet fidèle de la société. Deuxième acteur clé, il y a trois acteurs clés, les assemblées, les partis politiques. Je pense que la plus mauvaise nouvelle aujourd'hui pour la démocratie, c'est l'affaiblissement historique, voire même la disparition des partis politiques. Les partis politiques jouaient ce rôle depuis la fin du XIXe siècle d'interface entre les citoyens et le pouvoir. Ils jouaient un double rôle. Un rôle de structuration des intérêts, c'est-à-dire qu'en fait, vous, moi, tous les citoyens ont des intérêts très différents, et ils contribuaient à établir une forme de synthèse de ces intérêts, à en rapprocher quelques-uns. En sciences politiques, on dit à agréger les intérêts, à simplifier le processus de représentation. Si vous allez sur Facebook, si vous regardez les réseaux sociaux, si vous prenez une plateforme numérique, eh ben, il y a autant d'intérêts qu'il y a de citoyens. Il faut des éléments de structuration. Et c'est un point très important, ils étaient aussi des éléments de structuration du conflit, de canalisation du conflit, à travers la manière dont ils permettaient de rendre présents ces conflits, mais de négocier éventuellement les conflits. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, les partis politiques contribuaient à socialiser les citoyens. Ils jouaient un rôle de formation, d'éducation populaire.
il jouait un rôle très important de diffusion d'idées, hein, d'idéologie, c'est-à-dire il donnait du sens aussi à la vie politique. Ça, c'est un point qui est capital. Bon. Or, aujourd'hui, l'affaiblissement des partis qui ne jouent plus ce rôle, qui sont devenus des machines à prendre le pouvoir, à le garder ou à concourir pour l'obtenir, qui n'ont quasiment plus de militants. Alors il y a encore des militants, mais leur rôle de structuration de la société est très faible. Ces partis politiques qui sont vraiment contestés, discrédités, qui ont été complètement court-circuités au moment de l'élection présidentielle française, ces partis politiques, ce sont des coquilles vides aujourd'hui. Or, la question est de savoir si la démocratie représentative peut fonctionner sans partis politiques. Et ça, c'est une question qui est complètement ouverte. Et on a de bonnes chances de penser que non. Il faut absolument des partis politiques. Sinon, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une forme de plateformisation de la société dans laquelle vous avez des citoyens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui s'expriment dans la rue éventuellement, qui s'expriment, etc. Et puis vous avez le pouvoir. Et entre les deux, vous n'avez rien. Puisque les partis sont affaiblis, mais les syndicats sont affaiblis, les associations, les grandes associations d'éducation populaire. Et elles sont affaiblies à la fois par la volonté du pouvoir politique qui les discrédite, qui les court-circuite, qui fait comme si ils ne représentaient plus rien, hein, comme si finalement ils n'étaient plus représentatifs de rien, et en même temps par les citoyens. Et une des grandes finalement découvertes et une des grandes inquiétudes aussi de la période récente, c'est ce que j'appelle l'aversion à la représentation. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus être représentés, ou en tout cas une fraction de plus en plus grande des citoyens ne pense plus qu'ils puissent être représentés. Qui peut légitimement me représenter mieux que moi-même, hein, ce que Étienne Balibar appelle l'auto-représentation. Je suis le seul à pouvoir représenter véritablement mes intérêts. Toutes les fois où quelqu'un prétend me représenter, il menace de me trahir, puisque finalement, dès qu'un représentant est désigné, il passe de l'autre côté. Hein. Il est soupçonné finalement de ne plus partager la même expérience que soi-même. Et ça, c'est un vrai problème, que cette question, là, on a quelque chose, et vraiment, je pense qu'il faut faire cette hypothèse d'une transformation anthropologique dans nos sociétés. C'est-à-dire, on le sait depuis longtemps, que les citoyens sont de plus en plus distants à l'égard des institutions, distants à l'égard de toute forme de militantisme. Mais là, c'est le fait même d'être représenté qui pose problème à un nombre croissant d'individus. Alors c'est une bonne chose en démocratie, puisque ça veut dire que les citoyens veulent s'exprimer par eux-mêmes, ils veulent participer par eux-mêmes. Mais on ne sait pas comment faire maintenant, sans ces dispositifs de représentation. À tout le moins, il y aura une période de transition extrêmement compliquée où l'on devra inventer les dispositifs qui permettront à ces citoyens d'agir horizontalement, mais de pouvoir infléchir le pouvoir. Et j'incite à une réflexion. Ça ne m'a pas rendu populaire quand je suis intervenu dans un débat des Gilets jaunes. Je leur ai dit, il faut que vous vous structuriez, il faut que vous vous donniez des représentants. C'est un point absolument capital. Je me suis fait siffler, hein, parce que eux, non, c'est vraiment horizontalité pure. Je leur ai dit pourquoi. Si vous regardez historiquement, non, je ne leur ai pas dit, mais bon, comme j'ai l'esprit d'escalier, j'y ai pensé après. Pourquoi ? Parce que c'est au moment où les catégories populaires ont eu des dispositifs de représentation puissants, des syndicats, des partis sociodémocrates, qui ont permis de les représenter, de représenter les intérêts dans l'espace politique, que l'égalité et la justice sociale a été la mieux défendue. Si les citoyens sont dans une situation complètement anomique, il est sûr qu'ils seront les victimes. S'ils ne parviennent pas à se faire représenter, je pense en particulier aux catégories populaires, ils seront forcément les victimes de toutes les politiques à venir. Donc je leur demande de réfléchir à cette période assez étonnante qui a été la période 1945, 1980, 90, où la puissance
des organismes représentant les catégories populaires a permis des politiques redistributives au plan social. C'est parce que ces organisations se sont affaiblies que nous sommes dans la situation actuelle. Cinquième pathologie, les pathologies de la délibération. Ça va intéresser Clément, qui a travaillé comme moi sur ces questions. Cette pathologie de la délibération, elle affecte à la fois le haut et le bas. Il n'y a plus de délibération en haut. L'Assemblée, c'est une sorte de théâtre d'ombre. Et puis le dialogue social, le dialogue avec les citoyens, c'est une caricature. Quand on voit Emmanuel Macron, pendant le grand débat, monologuer devant des élus, devant des intellectuels, il y a un vice. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a plus de délibération. Alors Clément nous dira qu'il y en a un petit peu au Sénat, par exemple, de la délibération, mais il n'y en a pas non plus sur les plateaux télé. Il y a un vrai... Ah oui, j'ai oublié de parler des médias. C'était le troisième acteur décisif de notre démocratie représentative. Les médias qui produisent des représentations de la société et qui aujourd'hui sont contestés dans ce rôle même. Nous ne voulons pas de la représentation de la société que vous nous donnez. Or, pour finalement débattre, il faut avoir une représentation relativement commune de la situation. On peut en discuter la marge, mais on ne peut pas avoir des sources d'informations radicalement différentes. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous avez 40% des gens qui, dans les sondages d'opinion, pensent qu'un complot juif domine le monde. Quand vous avez une sorte de base d'information qui est à ce point différente de la base d'information normale, il y a un vrai souci. Comment vous pouvez délibérer, hein? Et on en vient à ces pathologies de la délibération. En bas, on ne peut plus délibérer avec des gens, qui ne sont plus des adversaires, mais qui sont des ennemis, parce qu'on a une situation aussi de polarisation. Hein. La démocratie, dit Chantal Mouffe, c'est ce régime qui, en fait, reconnaît l'existence d'adversaires, mais ne fait pas de ses adversaires forcément des ennemis. Or, aujourd'hui, je ne peux pas débattre avec des gens avec qui je n'ai plus rien à voir et dont j'ai le sentiment que tout ce qu'ils disent est faux. Hein. C'est un vrai problème, hein, aujourd'hui. Et donc, il y a un système de polarisation des opinions. Et puis, on peut dire que la délibération la plus répandue, elle se fait de manière non régulée. Elle se fait sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait de dispositif de régulation. Or, pour qu'elle soit productive, et j'y reviendrai à propos du grand débat, pour qu'elle produise de la volonté et du jugement politique. Pour qu'elle remplisse son rôle en démocratie, il faut une régulation de ces débats. Il n'y a plus de régulation. On a une juxtaposition de prise de parole et on a des phénomènes qui affectent véritablement la délibération aujourd'hui. Sixième et avant-dernière pathologie, les pathologies de la vérité. Il n'y a pas de vérité en démocratie, hein, et il n'y a pas de vérité en politique. Hein, on est d'accord, Aristote le disait, il y a du vraisemblable, il y a du probable, il y a du pertinent, mais il n'y a pas forcément de vérité absolue. Il y a de la vérité en science, mais pas en politique. Mais il y a nécessité, j'y revenais, de trouver des points d'accord, hein, de s'accorder sur une définition minimale de la réalité. Or, ça, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, deuxième élément, il y a un point qui me concerne très particulièrement. Aujourd'hui, peut-être que ça vous a échappé, mais il y a des menaces et une régression majeure qui pèsent sur la recherche publique, sur l'université. C'est-à-dire que des gens comme moi, il n'y en aura bientôt plus. Hein. On ne recrute plus de profs de sciences politiques. Hein. Il y a un effondrement, il y a de plus en plus d'étudiants, mais un effondrement des savoirs qui peuvent peut-être être utiles au débat démocratique et des savoirs de sciences sociales en particulier. En fait, on recrute des économistes, on recrute des ingénieurs, on recrute tout ce qui peut être fonctionnel pour le système politique, mais on est en train d'assécher complètement ce champ de la recherche critique, de la recherche publique. Et moi, je sais pertinemment que je n'aurai plus d'héritier, très clairement, pour jouer le rôle que je joue aujourd'hui dans la société. Et ça, c'est un effet de la recherche de rentabilité, de productivité, etc., etc. Et il y a un problème aussi sur la recherche publique qui fait qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'établir les faits sur des controverses socio-techniques, aujourd'hui, la science qui est financée de plus en plus par des financements privés, par des grandes entreprises, peut très largement préempter la discussion.
sur de très nombreuses controverses, il est très compliqué de faire valoir une expertise publique. Et ça, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais on pourra y revenir. Septième et dernière pathologie, les pathologies de la liberté. Aujourd'hui, ce qui est en jeu aussi, ce sont nos libertés. Progressivement, sans qu'on s'en rende compte, nous nous retrouvons tous dans la situation de la grenouille dans un bocal. On met de l'eau tiède au départ, bon, pas de problème, puis on réchauffe l'eau. Et puis à un moment, alors qu'il est vraiment trop tard, la grenouille, elle meurt, elle s'en est pas rendue compte. Et nous, ce qui est en train de se passer autour de nos libertés publiques, à travers toute une série de législations qui prennent prétexte du terrorisme, qui prennent prétexte des violences policières, qui restreignent les prérogatives du pouvoir judiciaire, qui donnent de plus en plus de pouvoir à la police et à l'exécutif, qui autorisent la surveillance de nos vies, de nos correspondances, etc., nous sommes en train de perdre notre liberté. Alors, les choses sont claires. Quand un gouvernement autoritaire prendra véritablement le pouvoir, c'est-à-dire vraisemblablement très bientôt, il n'aura quasiment rien à faire pour surveiller la population. Mais lorsque on empêche certains présumés casseurs de manifester, c'est nous tous. À qui l'on prend des libertés. C'est la fameuse phrase du pasteur allemand qui disait bon, moi, quand ils sont allés chercher les communistes, j'ai rien dit. Quand ils sont allés chercher les socialistes, j'ai rien dit. Quand ils sont allés chercher les catholiques, j'ai rien dit. Quand ils sont allés chercher, et puis quand ils sont venus me chercher moi-même, il n'y avait plus personne pour dire quelque chose. Donc, on est comme ça, c'est-à-dire que tout ce que perdent des gens avec lesquels vous pensez ne rien avoir à voir, comme possibilité d'agir, c'est vous qui le perdez. Et or, nous sommes tous là en disant, moi, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher, donc qu'on me surveille, c'est pas un problème. Attendez un peu et nous verrons. Donc il y a un vrai problème, il faut réagir à ça. Il faut réagir à ça. Comment dire, là encore, une citation, Périclès, selon Thucydide, fameux discours, la seule apologie véritable de la démocratie athénienne qui nous soit restée, Périclès dit il faut choisir, soit se reposer, soit être libre, donc il faut se mobiliser contre ça. Et ce qui est frappant, c'est l'apathie politique et le consentement à ces multiples restrictions des libertés, qu'elles viennent d'acteurs privés ou d'acteurs publics, puisque en fait les deux sont ensemble. Les fameux GAFAM savent tout sur vous, en tout cas sur tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, sans que ça gêne personne, alors que c'est un problème majeur. Pourquoi finalement Facebook archive-t-il tout ce que j'ai dit, y compris mes échanges privés, et il les archive à vie, comme Google. Ils archivent à vie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème d'emprise et d'étau qui se resserre. Après tout cela, il est difficile d'être optimiste. Très clairement, on est d'accord. Bon. Néanmoins, moi, et c'est pas l'objet de mon travail. Je vais vous parler du grand débat maintenant. Je vais vous parler du grand débat, de ce qu'il révèle, de ce qu'il pourrait produire. Et il y a des signaux d'espoir, évidemment. Il y a, mais ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui, mais je pourrais évidemment vous parler des multiples expériences, des multiples propositions, des multiples innovations qui visent à transformer la démocratie en un sens qui peut nous paraître acceptable. J'ai parlé évidemment du vote par jugement majoritaire, mais il y a des tas de dispositifs aujourd'hui qu'on redécouvre et qui me paraissent vraiment intéressants. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Je voulais simplement évoquer la question du grand débat en posant deux questions. De quoi le grand débat est-il le nom ? Et que peut-on dire à ce jour ? C'est-à-dire, il n'est pas complètement terminé, c'est-à-dire qu'il est en ce moment ont lieu des conférences citoyennes régionales qui s'inscrivent complètement dans le grand débat. J'en ai observé une le week-end dernier, mais le grand débat n'est pas officiellement terminé et Emmanuel Macron a dit qu'il interviendrait à la mi-avril pour en tirer les conclusions. Donc il y a peu de choses que l'on puisse en dire avec beaucoup de certitude. Je vais simplement, avec beaucoup d'humilité, vous dire un certain nombre de choses. De quoi le grand débat est-il le nom ? D'abord, revenons sur le
le contexte du grand débat. Il n'y aurait pas eu de grand débat sans mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on pourra reprocher beaucoup de choses aux Gilets jaunes, mais ils ont au moins permis que le pouvoir concède des espaces de prise de parole, des espaces de discussion à l'ensemble de la population. Ce mouvement des Gilets jaunes, il confirme des choses, mais il a amené dans notre contexte politique des choses auxquelles finalement personne ne s'attendait et pas les spécialistes. Alors je vais essayer de résumer. D'abord, ce que confirme le mouvement des Gilets jaunes, c'est à quel point la défiance d'une majorité de citoyens à l'égard des élus, des institutions, était forte. C'est-à-dire que ça, on l'observe. Hein. Mais là, le degré d'exaspération, le degré d'indignation, le degré de colère a atteint finalement des sommets au cours de cette période. Et on en veut pour preuve que le soutien de l'opinion aux Gilets jaunes. Réfléchissez à ça. Il y a eu à un moment, au début du mouvement, il y a eu 70% des Français qui sont déclarés soutenir, être Gilets jaunes eux-mêmes ou soutenir, avoir de la sympathie pour le mouvement. C'est considérable. Hein, bon. Et c'est ce qui a fait sa force politique. Mais aujourd'hui, nous sommes encore, malgré le matraquage médiatique sur le Fouquet's, malgré la diabolisation des Gilets jaunes, nous sommes encore à pas loin de 50% de soutien aux Gilets jaunes. C'est quand même très étonnant cette affaire. Alors évidemment, les catégories supérieures et les personnes les plus âgées, avec un certain niveau d'éducation, n'aiment pas les Gilets jaunes. Hein. Ils expriment de plus en plus volontiers leur dégoût à l'égard de ce mouvement. Mais il y a un soutien très profond dans l'opinion publique, et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et qui renvoie à un sentiment d'injustice, hein, qui est largement partagé. Deuxième élément, ce que révèlent les Gilets jaunes, c'est que des catégories qui ne se mobilisaient plus, qui n'allaient plus voter, qui n'étaient plus visibles dans l'espace public, ces catégories-là se sont réaffirmées, ont repris la parole. Et l'ont fait sur une modalité que l'on n'attendait pas. C'est-à-dire que largement, il y avait un préjugé qui pesait sur les catégories populaires, qui consistait à dire qu'en fait, elles étaient forcément xénophobes, elles étaient forcément anti-assistanat, c'est-à-dire qu'elles s'étaient converties au libéralisme, c'est-à-dire qu'elles avaient finalement, à force d'intérioriser les valeurs du système néolibéral, elles avaient renoncé à vouloir l'égalité, à vouloir la justice sociale. Or là, ce qui s'est exprimé dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est une aspiration à l'égalité et à la justice sociale dont on ne croyait pas finalement qu'elle serait encore présente. Et puis, ce qui s'est donné à voir dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est une horizontalité pure et parfaite, qui ressemble à ce qui s'était joué à Nuit debout, c'est-à-dire un refus de toute forme de représentation, un refus de toute forme de compromis avec le système et avec sa logique. Et ça, c'est un point capital, parce que ça vient valider mon hypothèse de l'aversion à la représentation. Quant à Nuit debout, des intellectuels précaires ou des urbains, des urbains éduqués revendiquaient la démocratie directe. Ok, mais là, ce sont les catégories populaires qui font valoir leur refus de la représentation. Et ça, c'est une critique du système qui est, à mon avis, extrêmement présente. Et puis, dernier élément, ce que ça a donné à voir, ça c'est une confirmation, c'est le poids politique des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des lieux qui laissent penser et qui permettent l'horizontalité. Oui, on a le sentiment qu'à travers les réseaux sociaux, on va pouvoir participer directement à la délibération. Et donc, en produisant cette illusion d'horizontalité pure, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Alors le grand débat, comment il s'analyse là? Il s'analyse d'abord comme une stratégie du pouvoir. C'est d'abord une stratégie du pouvoir. Stratégie qu'on peut analyser très, très précisément avec les catégories de la science politique. Il y a un politiste allemand qui parle de concession procédurale, c'est-à-dire un pouvoir qui est sérieusement contesté par des mobilisations très puissantes. Un pouvoir, il a plusieurs réactions possibles, soit s'en aller, soit concéder sur le fond,
soit concéder sur la forme. Donc là, il a dit, je vous concède rien sur le fond, ou quasiment rien, 10 milliards, c'est rien, hein, ça nous paraît beaucoup parce qu'on nous a laissé croire que c'était beaucoup, mais c'est quasiment rien. 10 milliards, il a concédé des miettes, et en plus pas du tout, pas du tout structurel, mais il a concédé sur le fond, il a dit, je vais vous permettre de vous exprimer. Bon, concession procédurale, donc stratégie. Il est évident que c'est une stratégie du pouvoir qui a été confirmée par l'instrumentalisation, dans un premier temps, du débat. Moi, j'ai suivi de très très près le conflit avec la Commission nationale du débat public, dont Chantal Joanneau a fait les frais, mais ce contre quoi Chantal Joanneau s'exprimait, c'était contre la volonté de mainmise de la présidence de la République et du gouvernement sur les modalités mêmes du débat. Il ne voulait pas d'un débat véritablement démocratique. Hein. Alors, et on l'a bien vu, c'est-à-dire qu'il est très clair que ce pouvoir confond communication et délibération démocratique, fait de ce grand débat un instrument de sa propre communication, et en plus un instrument qui a l'air de les réussir, puisque dans les sondages, sa cote de popularité augmente. Et donc il y a eu des multiples éléments de cadrage. Le plus scandaleux, ça a été les questions fermées de la plateforme. Si vous allez lire ces questions, il y a beaucoup de citoyens évidemment qui sont allés les lire, elles sont complètement biaisées, c'est-à-dire qu'elles cadrent à ce point le débat que finalement on ne peut que obtenir des... alors on va voir, hein, on n'a pas encore les éléments d'analyse, mais on ne peut qu'obtenir des éléments qui pourront servir la politique envisagée d'ores et déjà par le gouvernement. Mais c'est un point capital. Il y a eu plusieurs éléments qui me paraissent intéressants. Il y a eu une critique de ça. Il y a eu une prise de conscience qui a fait qu'on a dénoncé l'enfumage, que les Gilets jaunes ont boycotté assez largement le débat officiel. Et puis il y a eu des améliorations en cours de débat. Moi j'ai été extrêmement critique au début. Et puis je me suis aperçu par exemple que les garants avaient joué un rôle relativement vertueux sur différents dossiers, notamment l'ouverture des données. Ça, c'est un point très important. J'ai vu aussi que le gouvernement avait fait un travail relativement sérieux sur les conférences citoyennes régionales qui ont été organisées d'une manière très acceptable sur le plan des procédures démocratiques. Et puis, il y a consacré beaucoup de moyens. Or, la démocratie participative, délibérative, ça suppose des moyens. On chiffre là à 10 millions d'euros hein, le coût du débat. Ça peut paraître extraordinairement lourd hein, et excessif, mais il fallait au moins ça pour mener le débat de manière relativement professionnelle. Et puis surtout, c'est une opération qui est inédite à l'échelle de l'histoire. Aucun pays n'a réalisé une opération de ce type. Les chercheurs étrangers qui travaillent sur ces questions sont hallucinés et ils viennent observer le dispositif. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. Que la vie politique française ait été mise en suspens pendant 2 mois pour que les citoyens puissent s'exprimer partout, sous tous les formats, c'est quelque chose d'absolument inédit et d'incroyablement impressionnant et émouvant. Donc j'ai une vision qui ne peut être que balancée du grand débat. Ceux qui vous disent que c'est une opération magnifique qui révèle que les gouvernants se sont convertis à la démocratie disent n'importe quoi, et ceux qui vous disent que ça n'est qu'un enfumage disent aussi n'importe quoi. Parce que, voilà, alors... Parce que aussi, le grand débat a été une formidable prise de parole collective. Stratégie du gouvernement, mais prise de parole collective. Et ça, tous les dispositifs participatifs fonctionnent de cette manière-là. Comme un processus permanent de cadrage par le pouvoir, débordement par les citoyens. Hein, c'est-à-dire, en fait, on cadre, et en fait, les citoyens, finalement, ils subvertissent le dispositif. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grosse réponse des citoyens. Hein, on a dit 10 000 réunions, 1 700 000 contributions, participation forte. Hein, mobilisation, en tout cas, d'une partie, et il s'agira de savoir laquelle, de l'opinion, qui montrait qu'il y avait une attente, à minima, une attente de parole, une attente de débat, qu'on avait retrouvé sur les ronds-points des Gilets jaunes. Il y a des gens qui ont envie de parler politique. Il y a des gens qui ont des idées sur la vie politique qu'ils veulent transmettre. Il y a une vraie volonté de contribution au processus de décision. Or, pendant longtemps, on m'a dit, moi, qui travaille sur la démocratie participative, ça ne sert à rien, les citoyens, ils n'en veulent pas. Les citoyens, ils veulent consommer,
Ils veulent produire, ils veulent travailler, ils veulent voyager, mais ils ne veulent pas participer à la vie politique. Donc, le fait qu'on les fasse pas participer, c'est vraiment pas grave, hein, puisqu'il n'y a pas de demande. Bon. Or, si il y a une demande, alors de qui vient-elle? Les travaux de mon collègue Martial Foucault, qui travaille à l'Observatoire des débats avec moi et beaucoup d'autres, on a créé, nous chercheurs, un Observatoire des débats. Les premiers travaux montrent que, hélas, ce sont des hommes blancs, éduqués, très éduqués, 65% de diplômés de l'enseignement supérieur dans l'échantillon qu'il a tiré des participants aux réunions. Pas de jeunes, pas de jeunes, mais vraiment pas de jeunes. Alors il y a une conférence spéciale tirée au sort, mais assez hallucinante. Pas de gens ce qu'on appelle les banlieues, hein, des quartiers populaires d'origine étrangère. Ils ne sont pas là. Donc une sociologie très spécifique. Pas beaucoup de gilets jaunes, c'est-à-dire que là où il y a eu le plus de participants, c'était pas là forcément, et au contraire, où il y avait le plus de mouvements des gilets jaunes. Donc c'est une autre France qui a pris la parole. Mais c'est une France qui, d'un certain point de vue, a voulu délibérer. Et ça, c'est un point capital. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est qu'il y a eu un très grand respect dans les débats. On aurait pu s'attendre à ce que les gens se mettent là, se tapent dessus. Il y a eu une très grande empathie, en tout cas pour les dispositifs. Alors, il y a eu une grande diversité, j'y reviendrai, de formats, mais ça, c'est un point important. Et moi qui pensais que les Français n'étaient pas capables de débattre, hein, c'est-à-dire que quand on réfléchit aux questions de délibération, on sait qu'il y a des cultures politiques qui valorisent plus ou moins le débat. En France, au moins, il y a eu une appétence, en tout cas, dans une certaine fraction de la population pour le débat. Et puis, alors, un point capital pour ceux qui travaillent sur la démocratie participative, ce grand débat a été une formidable campagne de promotion pour la démocratie participative, pour tous les outils de la démocratie participative, pour les outils numériques, pour les outils physiques. Et on a pris conscience, comme le disait Clément, que débattre, ça ne s'improvisait pas. Parce qu'il y a eu notamment des débats organisés par les maires qui ont été vraiment le contraire de ce qu'il faut faire quand on veut débattre. Soit un maire qui prend tout l'espace et qui répond aux questions, qui joue son Macron, hein, ça c'est le contraire du débat, soit une succession de prises de parole où chacun a 2 minutes pour s'exprimer. Est-ce que c'est un débat, ça? Non, ça n'est pas un débat. C'est un comptoir d'expression. La délibération, elle demande un cadre. Elle demande aussi des modérateurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de donner la parole. Et moi qui dirige à Paris 1 un master qui forme des gens qui sont spécialisés dans l'animation de ces dispositifs, je savais que ça ne fonctionnerait pas. Ce que ça a produit aussi, et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant, c'est une apparente conversion à la démocratie participative de nos élites politiques. Quand vous lisez Alain Duhamel, hein, dans Libération, qui vous dit que la démocratie participative, c'est vraiment l'avenir de la démocratie. Alain Duhamel, ça vous dit quelque chose, hein, voilà, il est omniprésent, etc. Lui-même qui se moquait de Ségolène Royal en 2007 en disant que tout ça n'est pas sérieux et tout, là, il semble avoir découvert le Graal de la démocratie. C'est un truc incroyable dans un édito de Libération la fois dernière. On a Emmanuel Macron qui parle de démocratie délibérative. Moi, je fais partie des rares, avec Clément, qui avions utilisé ce terme qui a une signification très précise. Démocratie délibérative, c'est une définition de la démocratie dans laquelle tous ceux qui sont concernés par une décision doivent avoir la possibilité de discuter cette décision au préalable. Hein. Donc, bon, quand on voit Emmanuel Macron qui utilise le terme, c'est tout à fait délirant. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y met, hein, mais c'est tout à fait délirant. Le tirage au sort, qui était vu comme quelque chose d'absolument insensé. Aujourd'hui, on met en place des conférences citoyennes tirées au sort, et je ne suis pas loin de penser qu'on va peut-être obtenir ce que moi je cherche depuis très longtemps, à savoir à ce qu'on ait une assemblée citoyenne en partie fondée sur le tirage au sort. Et là, les bisbilles entre le Sénat et la présidence vont peut-être faire que dans la réforme constitutionnelle, on obtienne quelque chose de ce type dont ne veulent pas les sénateurs. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est la redécouverte d'un instrument profondément démocratique porté par les Gilets jaunes, et même s'il ne semble pas à l'heure actuelle qu'il ait des chances d'être repris dans la réforme constitutionnelle, lorsque, avec des collègues, on fait une note pour un think tank très respectable, qui est le think tank Terra Nova, sur un RIC délibératif, dans lequel on reprend
le RIC, la proposition des Gilets jaunes, et puis on lui donne une opérationnalité. Hein. On appelle ça le RIC sans risque. Bon, voilà, on pourra en reparler si vous voulez. Eh bien, nos lecteurs, c'est-à-dire les éditorialistes des journaux, disent c'est très très bien. Comment dire, les acteurs politiques disent bah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire ce qui semblait totalement insensé il y a encore 6 mois, le vote blanc, le vote obligatoire, devient aujourd'hui d'actualité. Alors dernier point, que peut-on dire aujourd'hui et faire du grand débat? À ce stade, pas grand-chose. En fait, on ne sait pas vraiment ce que ça va produire. Mais ça a introduit un certain nombre d'éléments de réflexion. D'abord, première question, la question des dispositifs. Ce qui est frappant dans ce grand débat, c'est la diversité des dispositifs, la diversité des formats. Et quand on sait que c'est le dispositif qui crée la participation, c'est en fait le format qui fait le public, hein, là on a la possibilité de comparer des dispositifs très différents. On peut comparer la démocratie d'élevage du débat, du grand débat, avec la démocratie sauvage des Gilets jaunes. Pas du tout la même démocratie. Or, les deux font partie de la démocratie. Opposé, par exemple, ça c'est un cas d'école tout à fait incroyable, la plateforme du grand débat, la plateforme officielle, complètement verrouillée, et la plateforme du vrai débat, qui repose sur le même code source, c'est-à-dire c'est le même prestataire qui a fourni les deux, mais dans un cas, celle du grand débat, le gouvernement a fait en sorte qu'il n'y ait pas de délibération possible, et sur le vrai débat, où il y a eu beaucoup moins de monde, hein, qui était porté par les Gilets jaunes, là il y a une délibération possible. C'est-à-dire qu'on regarde un même instrument avec des fonctionnalités très différentes, et ça produit un autre type de participation. Oui, tu me demandes de bientôt terminer. Non, c'est ça? Tu vas me faire un truc 5 minutes? Bon, je crains parce que je suis un peu long, hein, mais j'avais prévu trop riche. Hein. Euh, Encore 5 minutes, en 5-10 minutes. Deuxième élément, dans le dispositif officiel, il y a eu des formats très différents. Entre les réunions d'information locales, les conférences citoyennes régionales, vous savez qu'il y a eu dans chaque région des conférences citoyennes avec des citoyens tirés au sort. Et ben, ça produit des publics extrêmement différents. Et surtout, les conférences citoyennes, elles produisent de la délibération. C'est-à-dire qu'on réunit une centaine de citoyens pendant 1 jour et demi, on les fait travailler en petits groupes, on les fait débattre et on les fait produire quelque chose de commun. Ça, c'est quelque chose, des propositions communes, ça, c'est quelque chose qui relève de la démocratie délibérative. Les réunions d'information générale, locale, du type Monsieur le maire vous parle, non, ce n'est pas de la délibération. Et puis, dans les réunions d'intérêt local, il y a eu des formes d'animation très très différentes, des thématiques très très différentes. Et tout ça, on va pouvoir l'analyser. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Ce qui est important, deuxième point, c'est que la représentativité n'est plus un enjeu. Et nous qui sommes complètement nourris de cette question de la représentativité, c'est-à-dire que l'idée qu'il faudrait trouver un moyen de faire parler la France, et de savoir ce que la France pense. Ça, les sondeurs réussissent peut-être à le faire croire avec leur outil, hein, parce qu'ils font de l'échantillonnage, c'est scientifique. Mais là, aucun dispositif n'est représentatif. Et même le patchwork, la mosaïque des dispositifs ne crée pas de représentativité. Tous les dispositifs ont des biais, tous les dispositifs adresse des publics particuliers et il n'y a pas de représentativité. Et il serait absolument scandaleux qu'à la fin du débat, on prenne par exemple les questions fermées de la plateforme, ce questionnaire un peu de sondage, pour faire parler la France. Parce qu'on ne sait rien de la sociologie des gens qui ont participé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments de sociologie, on ne peut pas les caractériser, on ne peut pas savoir du tout si c'est représentatif. Troisième point, question de l'interprétation. Comment on va interpréter ça? C'est impossible. C'est impossible d'interpréter ça correctement dans le temps et avec les outils indiqués. Alors, vous le savez, on a confié à un institut de sondage, Opinionway, l'analyse de la plateforme, questions ouvertes et questions fermées. On a confié
un consortium spécialisé dans l'utilisation d'outils de cartographie sémantique, l'analyse de toutes les autres contributions, cahiers de doléances, toutes les lettres que les citoyens ont envoyées, etc., etc. Au mieux, qu'est-ce qu'on obtiendra? Une cartographie des propositions. Un arbre. Hein, on voit déjà qu'on va nous présenter un arbre avec toutes les propositions. Donc on aura des centaines de propositions avec des sous-propositions. Mais on aura, et ça va demander beaucoup de travail humain. On nous fait croire que l'intelligence artificielle va rendre, mais c'est une boutade, hein, c'est une supercherie. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est toujours des êtres humains qui font des choix de calcul et c'est beaucoup d'êtres humains qui lisent. Bon. Ce qui est formidable, néanmoins, dans ce grand débat, c'est qu'il va y avoir une pluralité de lectures, pluralité de formats. C'est-à-dire que grâce au fait qu'on ait obtenu, je parle des garants, mais bon, je suis vraiment de tout cœur avec eux là-dessus, qu'on ait obtenu l'ouverture des données aujourd'hui, il y a plein de collectifs, il y a plein de citoyens, il y a plein de groupes de chercheurs qui vont analyser en même temps que les citoyens, que le gouvernement, les données. Et ça va être formidable, parce qu'on va avoir la preuve que finalement, il n'y a pas d'algorithme suprême qui permet de rendre compte, mais que, en fait, toutes ces données-là sont susceptibles d'avoir. Alors, cet après-midi, je participe au jury à l'Assemblée nationale d'un hackathon où vous allez avoir des tas de développeurs, de spécialistes qui vont proposer des manières d'interpréter le débat. Et ça, d'un point de vue démocratique, c'est formidable. Et puis, dernier point, comment on passe de cette somme tout à fait considérable de discours, de prise de parole, à une volonté politique, à un jugement politique. Ce qu'on va expérimenter là, c'est l'impossibilité de le faire. Personne ne pourra le faire. Si on retourne en 1789, entre les cahiers de doléances et l'Assemblée nationale qui se proclame, Assemblée nationale, etc., il y a eu des acteurs, il y a eu des porte-paroles qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui ont discuté, qui se sont organisés en club, en groupe. Il y a un très beau livre d'un historien qui s'appelle Timothy Tackett, qui explique ce processus par lequel ces gens qui étaient censés porter un mandat impératif se sont construits en instance de représentation de la population. Et bien là, on n'a rien de tout ça. On va avoir finalement un magma de volonté. Et ça nous démontrera qu'en démocratie, les représentants, les partis politiques, les porte-paroles sont absolument indispensables. Ça va nous démontrer, et j'en suis un peu triste, qu'à l'échelle d'une nation, la démocratie immédiate, c'est-à-dire totalement horizontale, n'est pas une possibilité de mon point de vue. Alors, que va faire le gouvernement? Si le gouvernement ne fait rien de ce débat, ou en tout cas lui répond, comme il le fait souvent à l'égard de la participation, par le mépris ou par la condescendance, s'il pratique l'écoute sélective, c'est-à-dire qu'il ne produit que des petites réformes qui étaient déjà prévues, parce que vous le savez, dans les ministères aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? On retient de rendre public tout un certain nombre de décisions en disant on va les mettre au grand débat et puis on fera un gros paquet, hein, on fera une grande liste, regardez comme tout est beau, etc. Bon, c'est exactement ce qu'ils font hein, dans tous les ministères. Bon. Là, il y aura vraiment une supercherie et de mon point de vue, c'est l'idée même de démocratie participative qui va être affectée et qui va, après l'épisode Ségolène Royal, qui va être totalement remise en cause. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de plan B en matière de démocratie. On n'a pas de plan B. Le seul plan B aujourd'hui, c'est l'autoritarisme. C'est-à-dire, vu le niveau de dégoût, le niveau de défiance, le niveau de rejet du système politique, des partis politiques, de ce gouvernement, le seul plan B malheureusement envisageable, c'est l'autoritarisme. Alors certains diront c'est la révolution, mais ce n'est pas le plus... alors, pourvu que ce grand débat produise quelque chose, c'est une absolue nécessité dans la France d'ici et maintenant. Voilà, merci.